Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de la peine de mort. La peine de mort, effectivement, entre le droit et la politique. Maître Meki Lolo sera de nôtre pour faire cette analyse. Contentieux électoral, encore des frustrations. Armand Moukoulou, voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédine Kenge. Bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La chute de Rwindi a été la pilule amère avalée par les autorités de la République démocratique du Congo. Alors que l'armée congolaise fait face à l'agression rwandaise, le chef d'état-major général veut voir clair dans un message télégramme qui circule sur la toile signé par le général Christian Chiwewe. 9 officiers supérieurs et 2 généraux sont convoqués de toute urgence à Kinshasa pour consultation et approfondissement des enquêtes. Les pays membres de la SADC, Communauté des développements de l'Afrique australe, vont se réunir ce samedi 23 mars à Lusaka en Zambie. Au menu de ce sommet extraordinaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au nord du Mozambique. Cette réunion va permettre aussi aux participants d'évaluer la force de la SAMI DRC en déploiement au pays depuis mi-décembre dernier en remplacement aux troupes de l'EAC pour aider Kinshasa à se débarrasser de groupes armés, principalement les M23. La formation en informatique sera au cœur des échanges entre Jean-Marie Kassamba et Ephraim Baki Louzaïsou, directeur général de l'ISIPA, à suivre ce jeudi à 20h pendant l'émission JMK Rencontre. Et en international, un attentat suicide ce jeudi matin à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, a fait 20 morts, a annoncé en soirée à l'AFP, une source hospitalière dans cette ville. Les autorités talibanes sont tenues à un bilan de 3 morts et 12 blessés, communiqués dans la matinée après cet attentat suicide devant une banque qu'elles ont attribuée au groupe djihadiste État islamique. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, notre premier invité, Maître Meki Lolo. Sur jeunesse, faut que yembe la bien moto de dien zembe pas moto, yembe nga salaka, yembe publicité, puis tout carapé sur la musique c'est un orchestre de jeunes et c'est des jeunes qui sont chics, qui ont un bon genre, ils sont éduqués, c'est des étudiants, c'est pas des musiciens de la rue quoi, c'est ça que je veux dire. Alors on se dit bon chic bon genre. Oui, quand on dit bon chic, bon genre, c'est seulement au niveau de la mentalité ou de l'habillement ou de la mentalité, de l'habillement aussi. Bon, vous avez vu, il y a la musique, ils sont toujours chic, ils sont toujours bien habillés.
Voilà, nous allons parler de la levée du moratoire sur la peine de mort. Avec Maître Aimé Kilulu, nous allons voir la légalité de la décision, la conformité de la décision. Est-ce que la décision est-elle constitutionnelle ou pas? Maître Aimé Kilulu, avec lui, on va analyser cette thématique qui fait couler encre et salive en République démocratique du Congo. Bienvenue, Maître. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Ça fait longtemps que je vous ai reçu sur ce plateau. En tout cas, tout le bonheur est pour moi d'apporter mon éclairage juridique chaque fois que nécessaire sur la gouvernance politique. Voilà. Alors, la ministre d'État en charge de la justice a pris une circulaire levant le moratoire sur la peine de mort. La question est celle de savoir, est-ce qu'il y a eu un moratoire ici en RDC? Parce qu'il y a d'autres juristes qui disent qu'il n'y a jamais eu un moratoire de droit, juste un moratoire de fait. Bien, il faut reconnaître qu'en 2003, à la suite d'un certain nombre de pressions internationales provenant des Nations Unies, de l'Union européenne, basées évidemment sur l'évolution de droits de l'homme dans le monde, il a été considéré qu'au regard notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 7, qui consacre le droit à la vie, au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 5, au regard notamment de la Convention internationale de 1984 qui a été ratifiée par le Congo à la fin du régime Mobutu en 1996 et qui consacre l'interdiction d'infliger à une personne humaine des actes de torture ou même de lui infliger des peines ou de traitements qui peuvent être considérés comme inhumains, dégradants pour la dignité humaine. Et c'est au regard donc de tous ces éléments que finalement, dans le concert de nations, au fur et à mesure, plusieurs États se sont mis à abolir la peine de mort. Alors, des pressions diplomatiques ont été exercées sur plusieurs États africains en leur disant, si vous voulez poursuivre notamment l'aide au développement, la coopération avec les pays européens, nous exigeons que vous abolissiez la peine de mort ou à tout le moins vous puissiez prendre un mécanisme en tout cas juridique selon votre système, votre arsenal juridique qui ferait en sorte qu'on ne puisse pas ou plus appliquer la peine de mort dans votre pays. Alors dans ce contexte-là, il y a eu une erreur en 2003 parce qu'il y a eu une décision, je dirais presque verbale, mais une décision prise en Conseil des ministres à l'époque. Une erreur de la part du gouvernement? Une erreur de droit de la part du gouvernement, c'est-à-dire qui n'a certainement pas été conseillée correctement, parce que le principe de Montesquieu que vous connaissez, qui consacre la séparation de pouvoir entre le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir exécutif du gouvernement et le pouvoir législatif, fait que pour modifier une loi qui a été votée par le Parlement, eh bien, il faut à nouveau une intervention législative. Donc, de ce point de vue-là, ça a été déjà une erreur en réalité. Donc, il fallait que le Parlement se réunisse, c'était ça? C'est ce qui aurait dû être fait à l'époque et ça aurait pu régler le problème. Bon, maintenant, les choses sont faites, c'est-à-dire que une décision a été prise en disant qu'il faudrait réactiver finalement la peine de mort. Là aussi, ça pose un autre problème. Parce que en vertu de quel pouvoir est-ce que le gouvernement peut donner des injonctions finalement aux magistrats en disant appliquer la peine de mort? D'autant plus que le fait même que un consensus s'était dégagé dans le pays depuis plus de 20 ans de ne plus appliquer la peine de mort. Ce qui veut dire que cette loi-là, même si elle n'avait pas été formellement abrogée, était tombée en désuétude. Ce qui donc veut dire aussi que pour réactiver une loi, même si elle n'a pas été formellement abrogée, mais qu'elle était tombée en désuétude parce qu'elle n'était plus applicable, tout le monde savait qu'on n'appliquerait plus la peine de mort au Congo, il faudrait à nouveau, pour respecter les principes en tout cas de l'état de droit et même de la séparation de pouvoir, une nouvelle intervention législative qui aurait pu, si on avait jugé nécessaire de réactiver la peine de mort, effectivement, de soumettre au Parlement un débat
et qu'une nouvelle loi soit votée, même en fixant la peine de mort, mais une loi qui serait revue en fonction de l'évolution de la société, en fonction des exigences de droits de l'homme et des engagements internationaux de la RDC. D'une manière concrète, c'est quoi? Il fallait que le Parlement se réunisse. Il fallait que le Parlement se réunisse. Il fallait d'abord que le gouvernement, plutôt que de décider unilatéralement de la réactivation de la peine de mort, le gouvernement aurait pu plutôt se réunir dans le sens de produire un projet de loi à soumettre en urgence au Parlement, demandant qu'une loi soit votée qui rétablisse formellement la peine de mort qui était tombée en désuétude, mais aussi qui l'accompagne d'un certain nombre de garanties, parce que c'est ça aussi le problème. Oui, mais qui parce se que pose. c'était venu du Conseil supérieur de la défense, sous proposition du VPM de la défense, Jean-Pierre Bemba. Il a proposé au niveau du Conseil supérieur de la défense et après soumis au Conseil des ministres. C'est à l'issue des débats au niveau du Conseil des ministres que le gouvernement, via la ministre d'État en charge de la justice, qui a pris cette décision, d'ailleurs qui est par une circulaire. Je pense que c'est au niveau justement du ministère de la Justice qu'il y a eu cette erreur. Parce qu'au lieu de produire une circulaire, il fallait produire un projet de loi à soumettre en urgence au Parlement pour, en tout cas, voter éventuellement une loi qui institue la peine de mort. Est-ce que c'est possible d'attaquer cette décision de la ministre parce qu'elle violerait certains principes? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que déjà, d'un point de vue juridique, cette circulaire pose de problèmes de validité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'existe que 3 types de circulaires. Soit c'est une circulaire interprétative, c'est-à-dire qui interprète une loi qui est votée par le Parlement, mais une circulaire ne s'adresse que à l'administration. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas, à travers une circulaire, donner des directives aux magistrats. Donc ça doit s'adresser uniquement à son administration. Circulaire interprétative qui interprète une loi, ça peut être aussi une circulaire qui est une circulaire directive, c'est-à-dire le ministre donne un certain nombre d'instructions pour les besoins de son service à se subordonner, ou enfin, exceptionnellement, il existe aussi des circulaires réglementaires qui fixent un certain nombre de règles de fonctionnement au sein du service interne du ministère concerné. Mais jamais il n'a existé une circulaire qui, provenant d'un ministre, donnerait des instructions ou des orientations aux magistrats. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ça pose même un problème de légalité, parce que là, ça n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que, en principe, moi je dirais, ma position de principe en tant que praticien du droit international de droits de l'homme, c'est qu'on ne peut pas appliquer la peine de mort. On ne peut plus pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'il faut reconnaître que la peine de mort, lorsqu'elle est appliquée, a toujours un caractère irréversible. Vous savez qu'en matière pénale, les erreurs judiciaires sont possibles. Raison pour laquelle, quelle que soit l'infraction, on prévoit toujours non seulement la possibilité de recours, de pourvoi en cassation, mais aussi la possibilité d'engager un recours en révision 10 ou 20 ans plus tard. Et l'histoire des tribunaux a montré qu'effectivement, il arrive qu'une personne, 10 ans, 20 ans après, on se rend compte qu'il était innocent alors qu'il était accusé des crimes les plus graves. Et à ce moment-là, la personne peut introduire, après sa condamnation, un recours en révision. Ça existe même devant la Cour pénale internationale en cas, par exemple, d'une personne condamnée pour génocide ou crime de guerre. Mais lorsque vous êtes condamné, exécuté, à ce moment-là, ça devient irréversible. On vous prive donc la possibilité de rétablir votre innocence parce que vous n'êtes plus en vie. Donc ça veut dire aussi que ça pose une deuxième difficulté, c'est celle évidemment de ces instruments juridiques de droit international que j'ai cités, toutes ces conventions internationales qui consacrent le droit à la vie. L'autre problème aussi que ça peut poser, c'est qu'au niveau du concert de nations aujourd'hui, ce n'est plus accepté. Plus de la moitié des États dans le monde ont aboli la peine de mort. Oui, ça veut dire que maintenir la peine de mort, c'est aussi s'isoler diplomatiquement. Autre chose aussi, c'est que pour les pays où l'on applique encore la peine de mort, moi, ce que j'aurais fait, par exemple, j'aurais été ministre de la Justice, j'aurais déposé d'abord un projet de loi
pour, en cas de nécessité, pour, je veux dire, réactiver la peine de mort, parce qu'il faut reconnaître que, en principe, je considère que la peine de mort n'est pas appropriée, mais dans le cas exceptionnel de la République démocratique du Congo, où depuis les 20 dernières années, plus de 15 millions de morts à l'est de notre pays, des enfants, des familles disloquées à cause de la guerre, des enfants parfois orphelins qui ne connaissent pas leurs parents, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés tout simplement parce qu'il y a eu ce phénomène de la guerre, avec toutes les catastrophes que ça provoque même sur le plan économique pour notre pays. Effectivement, quand on parle aujourd'hui des trahisons qu'on constate au niveau des forces armées, ça peut, de manière exceptionnelle, expliquer ou en tout cas justifier que finalement l'on applique la peine de mort pour dissuader évidemment ces actes de trahison. Mais seulement le problème... On peut juste encadrer juste telle infraction, peut-être. J'aurais dit, moi, au lieu de réactiver tel que ça a été fait, il fallait plutôt saisir le Parlement et faire une proposition qui allait limiter cela uniquement, non pas au code pénal ordinaire, mais uniquement au code pénal militaire, c'est-à-dire pour des infractions vraiment commises par des militaires, comme par exemple la haute trahison, le refus, la désobéissance à l'ordre de marcher contre l'ennemi. Ça peut, dans le contexte actuel, effectivement, compte tenu de la crise que traverse notre pays, justifier cela. Mais encore faut-il alors mettre un certain nombre de garde-fous, un certain nombre de garanties du droit au procès équitable. Aujourd'hui, la grande question, c'est quoi? C'est d'abord au niveau de l'étanchéité, de la séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je pense que la séparation n'est pas suffisamment étanche dans notre pays. La preuve, c'est que, par circulaire, la ministre de la Justice a pu donner finalement vous voyez que c'est la politique des injonctions en réactivant. Effectivement. Donc là, ça pose véritablement un problème. L'autre problème aussi, c'est aussi, je pense qu'il faudrait aussi de réformes au niveau des droits des accusés. Une personne risque d'être condamnée à mort, mais il faut s'assurer véritablement que ces droits de la défense sont garantis. Par exemple, en fixant les règles qui feront en sorte que, désormais, lorsque même devant les juridictions militaires, vous accusez une personne pour crime de haute trahison, il risque la mort, mais il faudrait qu'il y ait un dossier. Un dossier, c'est-à-dire obliger les procureurs, les magistrats, de rédiger un acte d'accusation dans lequel ils spécifient bien les crimes pour lesquels la personne est poursuivie. Pour chaque crime, préciser exactement quels sont les griefs qui ont été retenus, c'est-à-dire les faits précis. Et pour chaque grief retenu, apporter un dossier inventorié correctement en disant, voilà, pour le grief numéro 1, référez-vous à l'annexe numéro 1, 2 et 3 qui relate et qui permet donc à ce moment-là de vérifier véritablement et laisser aux avocats le temps de lire l'ensemble de ce dossier, de comprendre, d'analyser, de rédiger aussi la défense. Alors parfois, le caractère presque expéditif des procédures devant les juridictions militaires font craindre à un certain nombre de praticiens du droit pénal international le mépris finalement des garanties du procès équitable. Voilà. Et donc tout cela font que, effectivement, il faudrait repenser le système judiciaire congolais pour lui permettre même d'être en possibilité de garantir un procès équitable pour des personnes qui risquent la peine de mort. Je crains que pour le moment, ce ne soit pas encore le cas. Alors maintenant, dans ce cas, puisqu'il y a déjà un problème d'illégalité par rapport à la circulaire, alors qu'adviendra-t-il pour un magistrat qui exécuterait la peine de mort? Sera-t-il condamné lui-même? Parce que jusque-là, il y a un problème d'égalité. Comment ça sera? Nous sommes évidemment dans une situation, d'un point de vue juridique, je dirais presque sans précédent. Dans le sens où la loi sur la peine de mort, qui est une loi qui date des années 1940, n'a jamais été abolie.
il y a un certain nombre de dispositions, que ce soit dans le code pénal, dans le code pénal militaire, même par exemple concernant ce phénomène de Koulouna qui éventre parfois des femmes enceintes, ces actes de cruauté sont aussi punis de mort dans le code pénal. Le fait par exemple de former une association ayant pour but d'attenter aux biens et aux personnes. Lorsqu'on est chef de bande, eh bien c'est puni de mort. Donc cette loi existe. Formellement, la loi n'a jamais été abolie par le Parlement. Donc la loi est restée en vigueur. Mais le problème, c'est qu'elle était tombée en désuétude, dans le sens où tout le monde savait, tout le monde s'était mis d'accord qu'on n'appliquait plus la peine de mort au Congo. Et donc, le fait de réactiver cela à travers une circulaire de manière unilatérale pose véritablement problème. Ça pose même des problèmes de sécurité juridique. Parce que, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer ce genre de peines? Est-ce qu'on va les appliquer rétroactivement pour des gens, par exemple, qui sont déjà pour le moment poursuivis pour des questions de haute trahison à l'est du pays, dont les procédures sont en cours, mais qui ont démarré avant qu'on réactive cette peine de mort? Je pense que le minimum, ce serait que ça ne puisse être appliqué que pour l'avenir, c'est-à-dire pour des crimes commis postérieurement à la réactivation de cette peine de mort, quoique sur le plan juridique, effectivement, ça peut faire couler beaucoup d'encre. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que les auteurs en doctrine vont penser de cela, qu'est-ce que nos juridictions, dans le cadre de recours éventuels qui seront menés, vont en penser. Parce qu'une loi qui tombe en désuétude, la grande question, 20 ans après, qui a le pouvoir de réactiver une telle loi? Je pense que pour le moment, la doctrine n'est pas encore fixée, c'est une situation inédite. Attendons voir ce qui va se passer, mais en attendant, il est vrai qu'on ne peut pas non plus laisser, je vais dire, des militaires, des officiers militaires qui trahissent notre pays, qui mettent en danger la sécurité de l'État à travers des trahisons qui finalement mettent même... qui risque de pousser même le pays vers la balkanisation. Je pense que les actions doivent être... Vous ne voyez pas que cette décision, elle est de haute portée, haute portée juridique, et nous savons que la ministre expédie les affaires courantes. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va aussi à l'encontre de cet aspect des choses? L'expédition des affaires courantes, vous ne pouvez pas prendre une grande décision comme celle-là. Bien, il faut dire que l'expédition des affaires courantes, il faut retenir à peu près 3 principes. Expédier les affaires courantes, c'est-à-dire c'est des dossiers qui étaient déjà ouverts, qui avaient déjà été initiés pendant la législature, qui peuvent être poursuivis. C'est aussi des dossiers, la gestion courante de l'administration en posant des simples actes d'administration, mais de manière exceptionnelle, il est permis que lorsqu'il y a une urgence face au péril, que même en affaires courantes, l'on puisse poser certains actes, initier même certains actes politiques, pour autant que cela soit justifié par l'extrême urgence. Je pense que là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est plutôt le fait d'avoir recouru à une circulaire plutôt que de recourir au Parlement à travers une loi qui pouvait clarifier, non seulement de dire, bon, peut-être qu'on va limiter la loi uniquement dans le code pénal militaire, peut-être aussi qu'on va renforcer les garanties du droit du procès équitable pour aussi satisfaire les obligations internationales de la RDC en matière de droits de l'homme, mais reprendre comme ça une loi de 1940, c'est-à-dire une loi qui date presque d'un siècle, et le réactiver au jour d'aujourd'hui, au regard de l'évolution des droits de l'homme, sans aucune précaution procédurale, je pense que là, ça pose véritablement un gros problème. Voilà. Est-ce que le moratoire a existé dans ce pays? C'était un moratoire de fait ou de facto, ou un moratoire juridique de droit? Bien, disons que, moi je dirais ici, le moratoire, c'est un peu une terminologie sociologique, je vais dire presque à la congolaise, mais d'un point de vue juridique,
ce qui a existé, c'est que la loi était tombée en désuétude. La définition en doctrine en la matière, c'est que lorsque une loi qui a été votée, mais n'a pas été formellement abrogée par le Parlement, mais que de facto, cette loi ne se pratique plus, elle n'est plus appliquée, tout le monde sait et est d'accord qu'on ne l'applique plus. Après l'écoulement d'un certain temps, ça fait quand même plus de 2 décennies, depuis 2003, on considère que cette loi est tombée en désuétude, c'est-à-dire elle est quasiment assimilée à des lois qui sont abrogées. On ne peut plus la ressusciter comme ça et puis l'appliquer, condamner une personne, parce que ça pose aussi un problème de sécurité juridique. En disant, mais... Alors, depuis 1978, parce que les dernières exécutions ont intervenu en 1966 avec Kimba et les autres, dès 1978, ça c'est selon les rapports de Conseil national des droits de l'homme, 1978 jusqu'à l'arrivée des musées Laurent Désiré Kabila, il n'y a jamais eu d'application de la peine de mort sous Mobutu, 78. Et après, sous musée Laurent Désiré Kabila, il y a eu quelques exécutions. Et après, Joseph Kabila a pris. Est-ce qu'aujourd'hui, si on revient sur l'exécution de la peine de mort, c'est un recul? Disons que d'un point de vue de droits de l'homme, il faut voir aussi, en droit comparé, ce qui se passe ailleurs. Des attentats terroristes, on les a connus en France. Mais comment est-ce qu'eux règlent cela? C'est qu'ils règlent cela tout simplement en s'assurant qu'il y a un tribunal qui peut vous condamner à 20 ans, 30 ans de prison. Je rappelle que la CPI, pour des crimes plus graves, parce qu'il n'y a pas plus grave que le crime de génocide, le Congo a ratifié le traité de Rome qui prévoit une peine maximale de 30 ans et pas de peine de mort. Et donc ça peut poser aussi un problème en se disant, mais pourquoi ce paradoxe? Pour des crimes plus graves, vous acceptez que ce soit limité à 30 ans, et pour des crimes, par exemple, de haute trahison, dont il ne faut pas non plus sous-estimer la gravité, mais par rapport aux crimes de génocide, je vais dire, le génocide, c'est un cran supérieur, vous acceptez que ce soit limité à 30 ans. Donc, ceci pour dire que je pense que dans l'avenir, il faudrait aller dans le sens d'abolir la peine de mort, mais en même temps, de s'assurer que lorsque une personne est condamnée à 20 ans ou 30 ans de prison, effectivement, il ne sortira pas avant d'avoir purgé l'entièreté de sa peine. C'est ça aussi le problème que nous avons avec le système judiciaire congolais, c'est-à-dire que les gens n'ont plus peur. Ils savent que voilà, je vais être condamné, on prévoit 20 ans, mais en réalité, après, j'entrerai à Makala, je pourrai m'arranger pour sortir 2-3 ans après. Je pense que c'est plutôt le système judiciaire de notre pays qu'il faudrait réparer pour le mettre en posture de pouvoir mener des enquêtes efficacement, de juger les coupables, d'infliger des condamnations et d'assurer que ces condamnations puissent être exécutées jusqu'à leur terme sans jamais qu'il n'y ait d'autres interférences. Je pense que si une personne sait qu'en commettant ces crimes, je suis parti pour 30 ans de prison, j'ai par exemple aujourd'hui 40 ans, je ne sortirai pas avant d'avoir atteint 70 ans, je pense que l'effet dissuasif sera là, d'autant plus qu'un certain nombre d'études au niveau international démontrent qu'effectivement, le fait de condamner à mort n'a pas un effet plus dissuasif que celui de condamner à 20 ou 30 ans de prison. Mais pour l'heure, dans l'urgence, l'on peut comprendre que la peine de mort soit appliquée parce que c'est peut-être pour le moment la peine qui fait peur, en tout cas ici, dans notre pays. Mais en toute violation des principes juridiques. Le débat est houleux sur le plan juridique en cette matière. Parce que même lorsque l'on parle du droit à la vie, plusieurs juristes en droit international, quand vous lisez les ouvrages, considèrent que le droit à la vie vous garantit une bonne qualité de vie. Ça vous garantit aussi une protection contre les atteintes arbitraires à votre vie, mais que ça n'interdit pas de manière formelle la peine de mort dès lors qu'elle a été décidée à travers une loi votée par le Parlement. Mais d'autres auteurs aussi considèrent que infliger la peine de mort, c'est une violation du droit à la vie, dans le sens où
on prive cette personne de la possibilité, 10, 20 ans après sa condamnation, d'apporter des éléments nouveaux et de démontrer son innocence et donc d'être réhabilité parce qu'il aura déjà été exécuté. Elle est constitutionnelle ou pas, la peine de mort? Parce qu'il y a ceux qui justifient en s'appuyant sur les articles 16 et l'article 61 de la Oui, Constitution. c'est-à-dire que les dispositions que vous citez dans notre Constitution consacrent d'une part le caractère sacré de la vie. Et d'autre part, ce sont des dispositions qui disent que même en temps de guerre ou même en temps en cas par exemple d'état de siège, le droit à la vie est un droit indérogeable. Mais est-ce que le droit, et certains auteurs disent qu'il faut faire aussi la différence entre le droit à la vie et le droit de vie. C'est-à-dire que les conventions internationales, même notre Constitution, protègent le droit à la vie, mais ne protège pas le droit de vie. Et donc, seul le droit de vie garantirait contre une peine de mort. Mais par contre, le droit à la vie n'interdit pas, en tout cas, l'application de la peine de mort. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait aussi suivre l'évolution de droits de l'homme en la matière qui vont dans le sens, véritablement, d'abolir la peine de mort. Donc, je pense que la peine de mort, pour le moment, oui, de manière exceptionnelle, compte tenu de l'ampleur de la crise, du nombre de morts qu'on a connu. N'oubliez pas que le génocide rwandais, c'est entre 500 000 et 800 000 morts. Nous parlons quand même de plus de 15 millions de morts à l'est de notre pays. Si c'est dissuasif, ça peut être appliqué, mais ça doit se faire vraiment sur le plan, durant une période extrêmement limitée. Il faudrait que très rapidement, après la fin de cette crise, que le prochain gouvernement puisse remettre la question sur la table du Parlement dans le sens non seulement de l'abolition de la peine de mort, mais aussi du vote d'un certain nombre de lois qui vont garantir l'indépendance de nos cours et tribunaux et l'effectivité de l'application des peines de 20 ou 30 ans comme ça s'est fait devant la Cour pénale internationale. Et je dirais là-dessus aussi que j'inviterai le prochain ministre de la Justice d'élaborer ce qu'on appelle la politique judiciaire de la République démocratique du Congo. Lorsque vous allez dans tous les pays organisés dans le monde, vous allez au ministère de la Justice, mais ce document existe. C'est un plan d'action qui comprend un certain nombre de mesures, un certain nombre de réformes qui vont permettre au système judiciaire de fonctionner de manière efficace. Malheureusement, ce document n'existe pas dans notre pays parce qu'il aurait dû non seulement être élaboré, mais aussi être publié au journal officiel, et ça nous aurait effectivement épargné du besoin de recourir à la peine de mort parce que nous aurions eu un système judiciaire qui fonctionnerait efficacement comme ça se fait partout ailleurs à l'étranger. Merci beaucoup, Maître Aimé Kilelo, surtout de votre passage. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et aussi politicien. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va parler de la politique tout de suite.